Je m'appelle Serena Waller, et à 19 ans, debout dans mon grand uniforme du corps des marines, je croyais avoir enfin échappé à l'enfer. L'estrade de la cérémonie de promotion, au camp Lejeune, représentait le sommet de l'honneur, la preuve que je n'étais pas l'ombre invisible, que ma famille de Charleston avait toujours voulu que je sois. Mais, alors que mon nom était appelé, mon demi-frère Jacob est entré. Devant tout mon commandement, il s'est précipité sur l'estrade, et a planté son genou dans mon ventre. La douleur fut fulgurante, mais ce n'était rien comparé au flot de sang chaud, qui a commencé à se répandre, tachant de pourpre ma ceinture blanche immaculée. L'enfant que je portais, mon minuscule espoir secret, était en train de mourir, sur la scène même de mon triomphe. Au milieu d'un silence de mort, j'ai regardé ma mère, cherchant le salut. Elle fixait simplement le sol. Et puis, Jacob a hurlé, elle l'a bien mérité. C'est une honte pour cette famille. Ils pensaient avoir détruit mon avenir. Ils ignoraient qu'ils venaient de réveiller une guerrière. Si vous avez déjà été rabaissé par votre propre famille, alors que vous essayez de vous élever, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Cliquez sur le bouton j'aime, et préparez-vous pour une histoire de trahison, et de justice du corps des marines. L'air, dans l'auditorium de la base du camp Lejeune, était chargé de fierté. C'était une chose tangible, quelque chose que l'on pouvait presque goûter. Un mélange de cire pour le sol, de tissu empesé, et de la dignité collective du corps des marines des États-Unis. Je me tenais au repos de parade, ma colonne vertébrale telle une tige d'acier, mes épaules carrées, et mon grand uniforme bleu était parfait. La veste bleu foncé était repassée avec des plis impeccables, et les boutons en laiton de ma tunique, polis jusqu'à en être éblouissants. Sur mon col, l'insigne de l'aigle, du globe et de l'encre, semblait plus lourd que du métal. Il avait le poids de la valeur. C'était l'aboutissement de tout. Les nuits blanches passées à étudier les règlements, les kilomètres interminables de marche forcée sous un soleil de plomb, les rivières de sueur versées sur le sable impitoyable, des terrains d'entraînement de Paris-Islande. Chaque voix rugissante d'instructeur, chaque parcours d'obstacles éreintant, avait été un burin, taillant la fille effrayée et indésirable de Charleston, pour révéler la marine qui se cachait en dessous. Mon beau-père, Harold, un colonel de l'armée de terre à la retraite, qui considérait les marines comme une tribu inférieure, avait toujours dit que je n'y arriverais jamais. Tu n'as pas la colonne vertébrale pour ça, Serena, ricanait-il pendant le dîner. Maintenant, j'étais là, sur le point de recevoir un nouveau galon sur ma manche. Promu au grade de caporal, Serena Waller a tonné la voix du présentateur dans les haut-parleurs. Une vague d'applaudissements a parcouru le public, composé de mes camarades marines et de leurs familles. J'y étais. C'était mon identité. Quelque chose qui n'appartenait qu'à moi. Quelque chose que personne ne pourrait jamais m'enlever. Alors que je commençais ma marche vive et mesurée, vers le centre de l'estrade, mes yeux ont balayé le premier rang. J'ai trouvé ma mère, Linda, assise à côté d'Harold. J'ai cherché sur son visage une lueur de sourire, une étincelle de fierté pour sa fille. Tout ce que j'ai reçu, fut un hochement de tête raide, presque imperceptible. Harold ne m'a même pas regardé. Son regard était fixé sur le drapeau américain, derrière l'estrade, la mâchoire serrée. Un pincement de déception familier m'a frappé, mais je l'ai refoulé. Cela n'avait pas d'importance. Ce moment était toujours le mien. Mais, en arrivant à la hauteur de l'officier commandant, un mouvement à l'entrée latérale a attiré mon attention. Un fantôme de mon passé infernal venait de se matérialiser. C'était Jacob. Il ne portait ni costume, ni même une chemise à col. Il était vêtu d'un jean délavé, et d'un t-shirt gris quelconque. Un acte délibéré de manque de respect, envers la cérémonie, envers mon uniforme, et envers tout ce que ce moment représentait. Il était avachi contre le cadre de la porte, les bras croisés, un sourire méprisant déformant ses lèvres. Il a balayé la pièce du regard, puis, ses yeux se sont verrouillés sur moi. C'était un regard qui m'a glacé le sang, un regard qui a effacé l'uniforme et le grade, et m'a laissé avec le sentiment d'être à nouveau une enfant impuissante. Un nœud de terreur pure s'est serré dans mes tripes. C'était exactement le même regard qu'il m'avait lancé quand j'avais 8 ans, juste avant d'arracher le bras de ma poupée préférée, seulement pour me regarder pleurer. C'était la même expression qu'il arborait, lorsqu'il disait à ses amis du lycée, que je n'étais que la bâtarde que ma mère avait ramenée à la maison. Il n'était pas là pour célébrer. Il était là pour détruire. J'ai su, avec une certitude qui m'a glacé jusqu'aux os,
que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Il s'est décollé du mur, et a commencé à marcher, non pas vers les sièges, mais directement vers l'estrade. Quelques têtes se sont tournées, confuses. Mon commandant s'est arrêté, la main planant au-dessus des nouveaux galons. Jacob s'est déplacé avec une grâce de prédateur, ses yeux ne quittant jamais les miens. Il a gravi les marches en 2 grandes enjambées. La salle est devenue silencieuse. Il n'y a eu aucun cri, aucune dispute, juste son avancée concentrée, et pleine de haine. Le temps a semblé se déformer, s'étirant et s'amincissant, jusqu'à ce que tout ce que je puisse entendre, soit le battement frénétique de mon propre cœur, contre mes côtes. Puis, c'est arrivé. Son mouvement a été d'une efficacité brutale. Il n'y a pas eu de bousculade, pas de préambule. Il a franchi les derniers mètres entre nous, et a violemment planté son genou dans mon abdomen. Un son guttural s'est échappé de mes lèvres, alors que l'air était violemment expulsé de mes poumons. La douleur fut immédiate, et aveuglante. Une explosion d'une chaleur blanche, qui ressemblait à un point de fer, écrasant mes entrailles. Ma vision s'est troublée de points noirs. Mes genoux ont flanché, et je me suis effondré sur le sol poli, ma casquette blanche officielle tombant de ma tête, et roulant au loin. Puis est venue une nouvelle sensation. Une humidité chaude et écœurante, se propageant à travers le tissu de mon uniforme. J'ai baissé les yeux. Une tache sombre s'épanouissait, contre le blanc immaculé de ma ceinture de cérémonie. Une fleur pourpre, et horrifiante. Ce n'était pas seulement du sang. C'était mon avenir. Mon secret. Mon minuscule et fragile espoir, se déversant hors de moi, sur la scène de mon plus grand accomplissement. À travers le brouillard de la douleur, mes yeux ont désespérément cherché ma mère. Aide-moi, je t'en supplie. Elle restait assise, figée, le visage comme un masque vide. Et puis, dans un geste qui fut infiniment plus cruel que le coup physique, elle a tourné la tête, baissant le regard, pour fixer intensément le sol. Elle m'avait abandonné. À mes côtés, j'ai vu Harold. Il ne regardait pas Jacob avec rage. Ses mains étaient serrées en poing ferme, ses jointures blanches, son expression étant celle d'une fureur pure. Dirigé contre moi, il était en colère, que j'ai causé cette scène. Un hoquet de stupeur collectif a traversé l'auditorium. Une vague de choc, qui fut rapidement engloutie, par un silence lourd et abasourdi. Dans ce silence, tous les yeux étaient braqués sur moi. La marine à terre, le spectacle de la honte. La douleur de l'attaque était immense, mais l'humiliation était un poids physique, m'écrasant, m'étouffant. Puis, la voix de Jacob, un rugissement triomphant qui a brisé le calme, a résonné dans la salle. Elle l'a bien mérité. C'est une honte pour cette famille. Avant même que les mots n'aient fini de résonner, une silhouette s'est déplacée, avec une vitesse disciplinée. Le général Thorne, le commandant de la base, s'est avancé vers le devant de l'estrade. Il n'a pas accordé un seul regard à Jacob. Ses yeux, vifs et clairs, se sont d'abord posés sur moi, puis, sur ses officiers subordonnés. Sa voix n'était pas un cri, mais elle a tranché la tension, avec l'autorité froide de l'acier. Il s'agit d'une agression contre une marine des États-Unis, en service actif. Police militaire, appréhender le suspect, et sécuriser les lieux. Chaque mot était délibéré, puissant. Les policiers militaires ont bougé instantanément, convergeant vers un Jacob stupéfait. Le regard du général Thorne est revenu vers moi, son expression indéchiffrable, mais sa voix inébranlable. Et faites monter un infirmier militaire, tout de suite. Nous avons une marine à terre. Une marine à terre. Pas une honte, pas un problème familial. Une marine. En ce moment de trahison absolue, de la part de mon propre sang, cette seule phrase, prononcée par un étranger, a été une bouée de sauvetage. C'était une déclaration, signifiant que j'appartenais désormais à une famille différente. Une famille qui ne se détournait pas. Une famille qui, sous le code de Sampé Fidli, était toujours fidèle. Et ils étaient sur le point, de le prouver. Le blanc stérile de la chambre d'hôpital, était une toile vierge, et contre ma volonté, la mémoire a commencé à peindre. Le bip rythmique du moniteur cardiaque, agissait comme un cruel métronome, égrenant les secondes, et me ramenant à une époque où l'espoir, et non la douleur, était ce qui me faisait mal à la poitrine. L'attaque sur l'estrade, n'avait pas seulement brisé mon corps. Elle avait fait voler en éclats le verrou d'une pièce, dans mon esprit,
que j'avais tant essayé de garder scellée. Une pièce remplie des fantômes de chaque humiliation, qui m'avait conduite jusqu'ici. Le fantôme le plus vif, datait du jour de la remise des diplômes de mon lycée. J'avais été nommé major de promotion, la meilleure élève d'une classe de plus de 400 personnes. Pendant des mois, j'avais mis toute mon âme dans cet accomplissement, poussé par un besoin presque désespéré de créer un succès, si indéniable, et si public, que même mon beau-père Harold serait forcé de le reconnaître. J'avais passé d'innombrables nuits penchées sur mon bureau, à réécrire mon discours de fin d'études, jusqu'à ce que chaque mot rayonne. Je voulais que ce soit parfait pour eux. Pour ma part, j'avais utilisé l'argent de mon travail à temps partiel, dans une librairie locale, pour acheter une simple robe blanche. Elle n'était pas luxueuse, mais c'était la mienne. Elle était propre et lumineuse, et donnait l'impression d'un nouveau départ. Debout sur ce podium, regardant la mer de visage, j'ai vu ma mère s'éponger les yeux, avec un mouchoir. Pendant un moment, fragile et insensé, une étincelle d'espoir s'est allumée dans ma poitrine. J'ai pensé, ça y est. C'est maintenant que ça change. J'ai cru que mon exploit était enfin assez grand, pour qu'il me voie vraiment, au-delà de la longue ombre éclipsante, de mon demi-frère, Jacob. Cet espoir a duré, le temps du trajet en voiture, jusqu'à la maison. Lorsque nous nous sommes garés dans l'allée, j'ai vu que la fête battait déjà son plein, dans notre jardin. Mais, quelque chose n'allait pas. Les ballons attachés à la rambarde de la terrasse, n'étaient pas aux couleurs de l'école, bleu et or. Ils étaient verts et argentés, les couleurs de l'équipe de football universitaire de Jacob. Une immense banderole était tendue entre deux chaînes, et en énormes lettres, peintes par des professionnels, on pouvait lire « Félicitations à notre futur champion ». Mon cœur s'est serré. Harold, une bière à la main, avait le bras passé autour des épaules de Jacob. Il tenait audience, avec un groupe de ses amis, sa voix résonnant à travers la cour. Bourse d'études complète. Je vous le dis, les recruteurs appellent déjà. Mon garçon va être une star. Toute l'attention, toute l'énergie, toute la fierté dans ce jardin, formaient un vortex tourbillonnant autour de Jacob. Et moi, la major de promotion. Ma mère a doucement pris le dossier contenant mon discours, de mes mains, l'a posé sur une table d'appoint, puis a pressé un lourd plateau en plastique. Serena, chérie, pourrais-tu distribuer des boissons? Les invités commencent à avoir soif. Et juste comme ça, dans ma simple robe blanche d'espoir, j'ai été rétrogradé, passant d'invité d'honneur, à membre du personnel de restauration, lors de ma propre fête de remise des diplômes. Alors que je me frayais un chemin sur la pelouse bondée, avec un plateau de verre de punch aux fruits suintants, l'odeur sucrée et écœurante m'a soudainement transporté, à une autre époque, une autre fête, une autre humiliation bien pire. Le souvenir m'a frappé, avec la force d'un coup physique. C'était à Thanksgiving, 2 ans plus tôt. Toute la famille élargie était présente. La table de la salle à manger brillait, chargée du festin américain classique, une dinde bien dorée, de la farce, de la purée de pommes de terre, et le rouge profond et riche, de la célèbre sauce aux canneberges de ma mère. Je venais de me servir une tranche de dinde, lorsque Jacob, assis en face de moi, s'est penché en avant. Il n'a pas dit un mot. Il a juste verrouillé ses yeux dans les miens, un sourire lent et malveillant, s'étalant sur son visage. Et puis, il l'a fait. Il a raclé sa gorge et a craché, un épais et dégoûtant glavio de salive, qui a volé au-dessus de la table, pour atterrir directement sur la dinde de mon assiette. Le bruit que cela a fait, un claquement humide et révoltant, m'a retourné l'estomac. Je me suis figé, ma fourchette à mi-chemin de ma bouche, chaque muscle de mon corps paralysé par le choc et le dégoût. Mais la partie la plus horrible, ne fut pas l'acte en lui-même. Ce fut la réaction. Harold, assis en bout de table, avait tout vu. Il a laissé échapper un grand rire tonitruant, qui a secoué tout son corps. C'est juste pour rajouter un peu de saveur, Serena, a-t-il rugi, en essuyant une larme d'hilarité, du coin de l'œil. Mange donc. Il trouvait que c'était la chose la plus drôle, qu'il ait jamais vue. Le visage de ma mère a pâli. Elle a bondi de sa chaise, et m'a arraché mon assiette, mais pas pour confronter Jacob. Elle s'est penchée, sa voix étant un murmure frénétique et urgent, à mon oreille. Ne fais pas de scène, Serena. Pour l'amour de Dieu, laisse tomber. Elle était plus terrifiée par un scandale en public, qu'indignée, par la vile dégradation infligée par son fils, à sa propre fille.
Elle a jeté l'assiette dans la poubelle de la cuisine, et m'a dit de me contenter des accompagnements. Le souvenir était si viscéral, qu'il m'a fait frissonner, là, dans le jardin, faisant cliqueter les verres sur mon plateau. Comme sur commande, Jacob et ses copains de football sont passés devant moi, avec fanfaronnade. Il ne m'a même pas regardé. Il a juste donné un coup de hanche, un mouvement désinvolte et délibéré, qui a fait basculer mon plateau. Du punch d'un rouge vif, a dégringolé sur le devant de ma robe blanche. Oups, maladroite, a-t-il ricané, arborant exactement le même sourire en coin, que lors de ce Thanksgiving. Il n'a pas arrêté de marcher. Harold l'a vu depuis l'autre bout de la pelouse. Sa voix a tranché le brouhaha de la fête, sèche et agacée. Serena, nettoie-moi ça. Ne t'avise pas de gâcher la fête de ton frère. La fête de mon frère. Je suis resté là, figé, dégoulinante d'un punch rouge, qui ressemblait à du sang, sur le tissu blanc. Et à ce moment-là, j'ai compris. Le crachat, le punch, ça ne faisait aucune différence. À leurs yeux, je n'étais pas une personne à célébrer. Je n'étais qu'un objet destiné à être sali, quelque chose à gâcher, un personnage secondaire, dont le seul but était de faire briller encore plus, leur garçon en or. La tâche n'était pas un accident. C'était ma place assignée, dans le portrait de famille. Si vous savez exactement ce que l'on ressent, lorsque votre plus grand accomplissement est traité comme s'il n'était rien, appuyez sur le bouton j'aime, pour chaque personne, là-bas, qui s'est sentie invisible. Et dites-moi, dans les commentaires, une de vos réussites qui méritait une parade. Je veux la célébrer avec vous. Cette nuit-là, seul dans ma chambre, j'ai fixé mon reflet dans la vitre sombre. La fière major de promotion du matin avait disparu, remplacée par une fille en robe souillée. Son visage était strié de larmes, qu'elle refusait de laisser faire le moindre bruit. La question, qui n'avait été qu'un murmure au fond de mon esprit, pendant des années, hurlait enfin pour obtenir une réponse. Existait-il un endroit sur cette terre, où je serais traité comme un être humain? La réponse à cette question fut Paris-Islande. Le trajet en bus vers Paris-Islande, en Caroline du Sud, était la réponse à la question, que j'avais hurlée dans mon oreiller. L'air qui m'a frappé, lorsque les portes se sont ouvertes dans un sifflement, était comme un mur physique, épais, humide, et bourdonnant du cœur assourdissant des cigales. Le son même de la région du low country. Puis est venu le bruit humain, les hurlements. Ils déchiraient l'air, brut et féroce, sortant des gorges d'hommes et de femmes, en uniformes impeccables et chapeaux de campagne. Les légendaires instructeurs de forage descendaient du bus. Vous n'êtes plus les petits chéris à leur maman. Vous appartenez désormais au corps des marines des États-Unis. Des empreintes de pas jaunes étaient peintes sur l'asphalte, et on nous a ordonné de nous y placer. Nos vies civiles prenaient fin, à la seconde où nos baskets touchaient la peinture. Pour les autres recrues, trébuchant en descendant du bus, les yeux écarquillés et terrifiés, c'était un choc culturel de premier ordre. Pour moi, c'était étrangement familier. J'avais grandi dans une maison où l'on criait. Mais, c'était différent. La rage de Harold et de Jacob était chaotique, personnelle, et conçue pour me briser, pour leur propre satisfaction. Ici, c'était structuré. Cela avait un but. Il ne s'agissait pas de me détruire. Il s'agissait de me forger, pour devenir quelque chose de nouveau. Les jours qui ont suivi, se sont fondus en un cycle implacable, de déconstruction et de reconstruction. La vie est devenue une série de mouvements, répétés jusqu'à être gravés dans la mémoire musculaire. Des marches avant l'aube, alors que le monde était encore gris et silencieux, nos bottes étant le seul rythme. Des parcours d'obstacles, sous un soleil de plomb qui me battait la nuque, transformant l'air en une brume scintillante. Des heures passées dans l'armurerie étouffante, à démonter et nettoyer mon fusil, jusqu'à ce que mes mains soient à vif et couvertes d'ampoules. L'odeur de l'huile d'arme à feu, incrustée en permanence dans ma peau. Chaque muscle de mon corps criait de protestation. Mes poumons brûlaient à chaque respiration saccadée. J'étais systématiquement démoli, dépouillé de mon individualité, et remodelé en une pièce fonctionnelle unique, d'un ensemble plus vaste. Il n'y avait plus de Serena Waller. Il n'y avait plus que la recrue Waller. L'épreuve ultime fut le creuset, une simulation de combat brutal de 54 heures, conçue pour être la forge finale. Avec un minimum de nourriture, et encore moins de sommeil, nous avons été poussés au-delà de toutes les limites imaginables. La deuxième nuit, lors d'une longue marche forcée à travers un sentier marécageux,
mon corps a fini par lâcher. Mes jambes ont flanché, et je me suis effondré dans la boue. Mon sac me semblait être rempli de plomb. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus respirer. J'étais fini. Alors que j'étais allongé là, prêt à abandonner, deux images ont traversé mon esprit, avec une clarté saisissante. Le sourire moqueur et triomphant de Jacob, alors qu'il crachait sur ma nourriture, et les yeux froids et dédaigneux de Harold, qualifiant ma remise de diplôme de ruine. Une poussée de colère brûlante, plus ardente que le soleil de Caroline du Sud, a inondé mes veines. C'était un carburant plus puissant que n'importe quelle nourriture au repos. La douleur infligée par ma famille était une blessure plus profonde et plus familière que la douleur dans mes muscles. Je connaissais cette souffrance. J'avais vécu avec elle toute ma vie. Cette agonie physique était temporaire. L'agonie de retourner à Charleston, en tant qu'échec, serait éternelle. J'ai serré la mâchoire, goûtant la boue et le sable, et je me suis forcé à me remettre sur mes pieds. J'ai soulevé mon sac, carré les épaules, et j'ai continué à marcher. Le passé que je fuyais, venait de devenir le moteur, qui me propulsait en avant. Mais, échapper aux fantômes de ma famille, était une chose. Échapper aux besoins d'eux, en était une autre. Le rituel le plus sacré à Paris-Islande, était l'appel du courrier. Chaque soir, après la dernière formation, un instructeur entrait dans les casernes, un sac de lettres jeté sur l'épaule. C'était le seul moment, où la tension constante retombait. Les recrues entendaient leur nom, et une vague de soulagement envahissait leur visage. Elles s'asseyaient sur leur malle de pied, certaines pleurant silencieusement en lisant des mots d'amour et de soutien, d'autres riant de blagues venues de la maison. C'était leur bouée de sauvetage vers le monde qu'elles avaient laissé derrière elles, un rappel de la raison pour laquelle elles enduraient cet enfer. Je m'asseyais sur ma propre malle, et je regardais, mon cœur étant un poids de plomb dans ma poitrine. J'avais écrit 3 lettres à la maison, à Charleston. Sans supplier, sans me plaindre, juste de courtes notes factuelles sur l'entraînement, sur les défis. Je m'accrochais à une once d'espoir que ma mère, me voyant véritablement essayer de construire ma vie, pourrait me renvoyer une simple ligne d'encouragement, n'importe quoi. Mais mon nom ne fut jamais appelé. La boîte aux lettres pour Waller était toujours vide. Le silence en provenance de Charleston était plus fort que n'importe quel cri d'instructeur. C'était une confirmation de mon inutilité, un abandon final, dans mon moment de plus grand besoin. Un soir, une instructrice dure à cuire, le sergent d'artillerie Reyes, une femme hispanique avec des yeux capables de percer l'acier, a remarqué ma veille solitaire. Elle m'observait depuis des semaines. Une fois l'appel du courrier terminé, et que les sons de sanglots étouffés et de papier froissé remplissaient les casernes, elle s'est avancée, et s'est tenue devant moi. Elle n'a pas crié. Elle a parlé d'une voix basse et mesurée, qui a percé le bruit. Ou alors a-t-il dit. La famille que vous cherchez, n'est pas là-bas. Elle a fait un geste vague vers le monde, au-delà de la base. Elle est juste ici. Elle a fait un signe de tête vers les autres recrues. Les sœurs de mon peloton, qui partageaient des biscuits envoyés de chez elles, et se lisaient des lettres à voix haute. Regardez les sœurs à vos côtés. Voici votre famille maintenant. Ces mots m'ont frappé plus durement, qu'aucun coup physique ne l'avait jamais fait. Elle avait raison. La famille définie par le sang, m'avait laissé tomber à chaque tournant. Mais cette nouvelle famille, forgée dans la sueur, la boue et les épreuves partagées, était tout autour de moi. Le moment de vérité est arrivé, après avoir terminé le creuset. Nous nous tenions sur la place d'armes, épuisés, sales, mais debout et fiers. Un par un, nos instructeurs, les mêmes personnes qui nous avaient réduites en poussière par leurs cris pendant des semaines, s'approchaient de nous avec un regard de profond respect. Le sergent d'artillerie Reyes s'est arrêté devant moi. Dans sa main, elle tenait le symbole sacré, pour lequel nous avions saigné, l'aigle, le globe et l'encre. Elle m'a regardé droit dans les yeux. « Bienvenue dans la fraternité, Marine », a-t-elle dit, la voix chargée d'émotion. Alors qu'elle enfonçait les épingles acérées de l'insigne, dans le col de mon uniforme, une douleur que j'ai à peine remarquée, quelque chose s'est enfin brisé en moi. Des larmes, chaudes et incontrôlables, ont coulé sur mon visage, pour la première fois en 13 semaines. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, ni de douleur. C'étaient des larmes d'arrivée. Pour la première fois de ma vie entière, je sentais que j'appartenais à un endroit. Cet uniforme était ma maison. Ces femmes étaient mes sœurs. J'avais trouvé mon honneur,
mon identité, et ma famille. Pas sur les pelouses entretenues de Charleston, mais ici, dans la camaraderie forgée par la sueur et le sang. Quitter Paris-Islande, c'était comme sortir d'une forge, pour revenir dans le monde réel. J'ai été affecté au camp Lejeune, en Caroline du Nord, assigné à une unité de communication. La pression constante et à forts enjeux, du camp d'entraînement, a été remplacée par les exigences techniques et précises de mon travail. Les hurlements des instructeurs se sont estompés, remplacés par les grésillements de la radio, et le bourdonnement discret des serveurs. Ici, la valeur ne se mesurait pas à votre capacité d'endurance, mais à la qualité d'exécution de votre travail, et à la confiance que vos camarades marines pouvaient placer en vous. C'est dans ce nouveau calme structuré, que j'ai commencé à déployer prudemment, les parties de moi-même, que j'avais gardées verrouillées pendant des années. C'est ici que j'ai rencontré mes premiers vrais amis. Il y avait Maria, une marine de petite ville du Texas, qui parlait vite, perpétuellement joyeuse, qui mettait de la sauce piquante tabasco sur tout, de ses œufs à sa tarte aux pommes, et qui n'avait pas peur de dire à un capitaine qu'il avait tort. Et puis il y avait Ben, un gars calme et posé de l'Ohio rural, qui pouvait réparer n'importe quoi, avec un outil multifonction et un rouleau de ruban adhésif. Il parlait par demi-phrase, mais pouvait communiquer davantage avec un seul hochement de tête, que la plupart des gens avec un long discours. C'était mon équipe. Il ne me posait pas de questions sur ma famille, ou d'où je venais. Dans le corps, votre passé est moins important, que votre performance présente. Il m'acceptait pour la marine que j'étais, silencieuse, diligente, et absolument fiable. Pour la première fois, je faisais partie d'un groupe, où ma valeur était tout simplement une évidence. Je faisais mon travail. Je veillais sur eux, et ils veillaient sur moi. C'était une transaction de confiance, simple et honnête, et cela ressemblait bien plus à un foyer, que mon véritable foyer ne l'avait jamais été. Mon 19e anniversaire est tombé un mardi. Je n'en ai parlé à personne. Les anniversaires dans la maison d'Harold étaient un non-événement pour moi, généralement oublié car il coïncidait avec l'un des matchs de football de Jacob, ou d'une autre affaire familiale plus importante. Je m'attendais à ce que la journée se déroule, comme n'importe quelle autre matinée d'entraînement physique, une garde de 12 heures, puis retour aux casernes. Ce soir-là, lorsque j'ai poussé la porte de ma chambre, il faisait noir comme dans un four. L'interrupteur ne fonctionnait pas. Mon entraînement de Paris-Islande s'est activé instantanément. Mon corps s'est tendu, mes sens se sont mis en alerte maximale, et je me suis instinctivement accroupi, dans une posture basse et défensive. Mon esprit a passé en revue toutes les évaluations de menaces possibles. Soudain, les lumières ont clignoté et se sont allumées. Debout au milieu de la petite pièce, se trouvaient Maria, Ben, et une demi-douzaine d'autres marines de notre unité. Ils étaient regroupés autour d'une boîte en carton, provenant de la pizzeria locale, en plein milieu d'une interprétation terriblement fausse, de « joyeux anniversaire ». Je suis resté là, figé dans ma position défensive, clignant des yeux dans la lumière soudaine, comme un animal effarouché. Je ne savais pas quoi faire. Je n'avais jamais eu de fête surprise. Je n'avais même jamais eu de fête, tout court. Maria, riant de ma réaction, s'est approchée et m'a relevé. « Détends-toi, ou à l'heure, a-t-elle dit, en me dirigeant vers la pizza. « Repos, Marine, c'est ton anniversaire. » Ben m'a tendu un unique cupcake, légèrement de travers, avec une bougie en cire bon marché plantée dans le glaçage, sa petite flamme dansant. Ils ont terminé leur chanson par une acclamation forte et enthousiaste. J'ai fixé la minuscule flamme, et mon esprit est devenu complètement vide. Je n'avais préparé aucun vœu. Je n'avais jamais été en position d'en faire un. La gentillesse inattendue de tout cela était bouleversante. Ce n'était pas un geste grandiose. C'était une pizza dans une boîte, et un cupcake à 99 cents de l'Economa. Mais pour moi, cela ressemblait à un dîner d'État. C'était le fait qu'ils s'en soient souvenus, qu'ils aient remarqué, que mon existence ce jour précis, était une raison pour eux de se rassembler et de sourire. Après que j'eus maladroitement soufflé la bougie, Maria m'a tendu une petite boîte, maladroitement emballée. Nous avons tous cotisé, a-t-elle dit, sa bravade habituelle adoucie par une chaleur sincère. Mes doigts ont tâtonné avec le papier cadeau. À l'intérieur, niché sur un lit de coton, se trouvait un bracelet en chaîne d'argent, simple et élégant. Il était fin et délicat. Mais en le ramassant, j'ai vu une petite plaque de métal qui y était attachée. Gravés dans l'argent, se trouvaient deux mots, les mots les plus sacrés de notre monde, sans péfi.
C'est l'abréviation de Sampé Fidli, a dit doucement Ben, prononçant une phrase complète pour une fois. Toujours fidèle. Maria a posé sa main sur mon épaule. Comme ça, tu te rappelles que tu n'es jamais seul. Tu m'entends, a-t-elle dit, son accent texan empreint de sincérité. Tu pourras toujours compter sur nous. C'est alors que le barrage, que j'avais si soigneusement construit à l'intérieur de moi, a finalement cédé. Malgré toutes ces années d'endurance silencieuse, malgré toutes les larmes que j'avais avalées, ce simple acte de décence fut ce qui les a, enfin, ramenés à la surface. J'ai commencé à pleurer. Pas les sanglots discrets et cachés de mon enfance, mais des sanglots profonds, secouant mes épaules, d'une gratitude profonde et déchirante. Ce n'était pas juste un bracelet. C'était une promesse. C'était un point d'ancrage. C'était la toute première preuve, que j'ai jamais tenue entre mes mains, que je comptais pour quelqu'un. Cette nuit-là, je me suis endormi avec le bracelet au poignet, le métal froid étant un poids réconfortant contre ma peau. Pour la première fois de ma vie, je me sentais complètement et véritablement en sécurité. Je me sentais aimé. La chaleur et la sécurité de ma nouvelle famille ont commencé à guérir les vieilles blessures. J'ai commencé à croire qu'un autre genre de vie était possible. J'ai même commencé à fréquenter un autre marine, un type gentil d'une unité différente. Ce fut une relation de courte durée, mais elle m'a laissé un cadeau inattendu. Un matin, après ne pas m'être senti dans mon assiette pendant quelques semaines, j'ai fait un test acheté à la boutique de la base. 2 lignes roses sont apparues sur le bâtonnet en plastique, presque instantanément. Enceinte. Une vague de peur glaciale m'a envahi, suivie par autre chose, quelque chose que je n'avais pas prévu. Une joie féroce et silencieuse. Ce serait ma famille, un minuscule être humain qui serait à moi, à aimer, à protéger, un enfant à qui l'on ne ferait jamais, au grand jamais, ressentir ce que j'avais ressenti. C'est ce nouvel espoir, qui a conduit à ma fatale erreur de calcul. J'allais bientôt être promu, lors d'une cérémonie qui représentait mon succès et ma stabilité. J'ai décidé que ce serait le moment idéal, pour l'annoncer à ma famille de Charleston. J'ai imaginé que la nouvelle d'un petit enfant, leur premier petit enfant, pourrait être la seule chose, assez puissante, pour enfin combler le fossé entre nous. C'était un espoir idiot et désespéré, naïf et mortel. La paix fragile que j'avais construite autour de moi, au camp le jeune, a été brisée par un appel téléphonique. J'avais envoyé une lettre à Charleston, une simple invitation formelle, pour ma cérémonie de promotion. Je n'avais pas mentionné la grossesse. Je voulais leur annoncer la nouvelle en personne, m'accrochant à l'espoir naïf, que de voir mon succès, mon uniforme, puis d'entendre parler de leur futur petit enfant, tout cela en même temps, pourrait en quelque sorte, faire fondre des années de glace. Ma mère a appelé, quelques jours plus tard. Son numéro clignotant sur mon écran m'a fait sursauter, un mélange d'espoir puéril et de terreur conditionnée. J'ai répondu, la voix plus enjouée que je ne le ressentais. Salut, maman. Il n'y avait aucune chaleur dans sa réponse. Serena, j'ai reçu ton invitation. Une pause. Ton beau-père et moi en discutions. Est-il vraiment nécessaire d'organiser une si grande cérémonie? J'étais stupéfaite, réduite au silence. Quoi? Eh bien, tu sais que ton frère Jacob a du mal à trouver un emploi en ce moment, a-t-elle dit, sa voix baissant sur un ton de raison douce et conspiratrice. Le fait que tu aies autant de succès, ça le fait se sentir mal. Ça met beaucoup de pression sur la famille. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Les mots étaient si absurdes, si tordus, que mon esprit avait du mal à les traiter. Maman, c'est ma promotion. Ça fait partie de ma carrière dans le corps des marines. Je n'ai pas fait ça contre lui. Je sais bien, chérie, a-t-elle roucoulé. Et ce seul mot, chérie, était une arme, conçue pour me faire sentir comme une enfant déraisonnable. Mais la famille, c'est se soutenir mutuellement, n'est-ce pas? Essaie de ne pas tout ramener à toi. L'appel s'est terminé, avec sa promesse de voir ce qu'il pourrait faire, me laissant avec un goût amer et familier, dans la bouche. La culpabilité. C'était un vieux poison, un poison dont il m'avait nourri, toute ma vie. J'étais la personne égoïste. J'étais la personne difficile. J'étais la source des problèmes de la famille. Pendant quelques heures, ces mots ont opéré leur sombre magie. J'étais assise dans ma chambre d'internat, l'ordre calme de ma vie militaire me semblant à des millions de kilomètres, et je me suis vraiment demandé,
si je devais annuler. Puis, Jacob a appelé. L'identification de l'appelant affichait son nom, et ma main tremblait en répondant. Il n'y avait aucun faux semblant, aucune manipulation, juste du venin pur et non coupé. Alors, j'entends dire que tu reçois un autre galon, a-t-il ricané, la voix dégoulinante de mépris. Ne prends pas la grosse tête. Tu penses que cet uniforme te rend meilleur que quiconque? Laisse-moi te dire quelque chose. Tu n'es toujours que la chienne errante, que ma mère a ramenée à la maison. Une tâche. Je suis resté parfaitement immobile, mes jointures blanchissant alors que je serrais le téléphone. Je n'ai pas dit un mot. Mon silence n'a fait qu'alimenter sa rage. Je viens à ta petite fête, a-t-il sifflé. Je vais montrer à tous tes amis Marine, exactement ce que tu es. La ligne a été coupée. Mon sang s'est glacé. Ce n'était pas une provocation en l'air. C'était une promesse. Un doigt glacé de peur bien réel, a tracé son chemin le long de ma colonne vertébrale. Le dernier appel est venu d'Harold. Il ne criait pas comme Jacob, et ne cajolait pas comme ma mère. Il a utilisé la voix, dont je me souvenais de mon enfance. Celle qui faisait se mettre au garde à vous, les colonels et les généraux. La voix d'un commandement absolu, et incontestable. Caporal Waller. Il a commencé, en utilisant mon grade comme une insulte. J'ai été informé de votre condition. Vous avez déshonoré le nom des Waller, et vous avez déshonoré cet uniforme. C'est une honte. Ma respiration s'est bloquée dans ma gorge. Ma mère lui avait dit. Elle avait trahi ma confiance, avant même que j'aie eu l'occasion de partager ma nouvelle. J'attends de vous que vous régliez ce problème, discrètement et sans faire de bruit, a-t-il continué, sa voix étant froide et dure comme du granit. Et vous annulerez cette cérémonie ridicule. Ne m'obligez pas à faire tout le trajet jusqu'en Caroline du Nord, pour assister en personne à l'humiliation de cette famille. Un problème. Mon bébé. Il avait traité mon bébé de problème. Un interrupteur s'est déclenché en moi. La culpabilité, la peur, les années d'obéissance ancrée, tout cela s'est évanoui, consumé par une soudaine rage clarifiante. La vie calme et disciplinée, que j'avais construite, subissait une attaque directe. Ils essayaient de tout détruire, de m'entraîner à nouveau, dans le chaos et la misère de leur monde. Cette nuit-là, dormir était impossible. Les paroles toxiques de ma famille résonnaient dans ma tête, un cœur à trois voix fait de manipulation, de haine et de commandement. Je me suis assise au bord de ma couchette, dans le noir, le poids de leur assaut combiné m'écrasant. J'ai baissé les yeux vers mon poignet. L'argent du bracelet sans péfi a accroché la faible lumière de la lune, passant par la fenêtre. Tu n'es pas seul, la voix de Maria. Voici ta famille maintenant, les mots du sergent d'artillerie Reyes. Elles avaient raison. Je n'étais plus cette petite fille effrayée. J'étais une marine des États-Unis, et un marine ne part jamais au combat sans préparation. Mon esprit est revenu à une leçon, de la formation au renseignement, lors du camp d'entraînement. Votre meilleure arme, avait dit l'instructeur, c'est une preuve crédible. L'information, c'est des munitions. Le lendemain matin, j'ai senti une résolution froide et dure, s'installer dans mes tripes. Après mon service, j'ai pris un bus hors de la base, vers un centre commercial à Jacksonville. Je suis entré dans un magasin d'électronique, et j'ai acheté un petit dictaphone numérique puissant, le genre qu'utilisent les journalistes. Ensuite, je suis allé à un kiosque de téléphonie mobile, et je leur ai fait installer une application d'enregistrement d'appels sur mon téléphone, une application qui s'activait automatiquement. En retournant à pied vers la base, le poids du petit appareil dans ma poche me paraissait significatif. C'était comme le poids froid, et rassurant, d'une arme. Je ne savais pas exactement comment, ni quand, j'utiliserais ces munitions, mais je savais une chose, avec une certitude absolue. J'en avais fini d'être une victime silencieuse. J'en avais fini de les laisser contrôler le récit. À partir de ce moment, chaque mot qu'ils utiliseraient contre moi, serait enregistré. Chaque menace, chaque mensonge, chaque chuchotement manipulateur. La guerre avait commencé. Au cours des quelques jours, précédant la cérémonie de promotion, j'ai essayé de construire un mur autour de mon esprit. Je me suis concentré sur mes devoirs, sur le rythme familier et ancré du travail. Je suis allé au réfectoire pour dîner avec Maria et Ben, laissant leurs plaisanteries faciles m'envahir, essayant de m'imprégner de la normalité, de la paix simple de leur amitié. Ils voyaient bien que quelque chose n'allait pas.
Mes sourires étaient crispés, mes épaules tendues. Ben, avec son attitude calme et observatrice, a fini par rompre le silence un soir, devant une assiette de steak Salisbury. « Tout va bien, Waller ?» a-t-il demandé, les yeux remplis d'une inquiétude, qui était d'autant plus puissante, qu'elle était rare. Je me suis forcé à hausser les épaules, poussant la purée de pommes de terre dans mon assiette. Juste des histoires de famille, ai-je marmonné, les mots me semblant lourds et inadéquats. Maria a tendu le bras au-dessus de la table, et a serré ma main, sa poigne étant ferme et rassurante. Et, a-t-elle dit, son énergie tumultueuse habituelle s'adoucissant. Tu te rappelles ce qu'on t'a dit? Nous sommes ta famille, ici. Tu nous as, nous. Ces paroles étaient un petit bouclier, un sursis momentané face à l'anxiété qui s'enroulait dans mes tripes. Mais même avec leur soutien, je n'arrivais pas à me défaire du sentiment d'un désastre imminent. La tempête arrivait. Elle a éclaté, la veille de la cérémonie. Mon téléphone a sonné, et le nom de ma mère s'est allumé sur l'écran. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre, mon cœur martelant mes côtes. Cette fois, sa voix n'était ni manipulatrice, ni mielleuse. C'était de la panique brute, non diluée. Serena, écoute-moi. Jacob est en route. Il est parti il y a quelques heures. Il est furieux. Serena, je t'en prie, pour l'amour de moi, appelle ton commandant. Dis-leur que tu es malade. Annule simplement la cérémonie, je t'en prie. Un calme froid et dur s'est installé en moi. La peur avait disparu, remplacée par quelque chose de solide et d'inflexible. Non, maman, ai-je dit, d'une voix égale. Je n'annule pas. J'ai mérité ça. Sa panique s'est dissoute, en sanglots hystériques et sifflants. Pourquoi es-tu si têtu? Pourquoi faut-il que tu sois si difficile? C'est ton frère. C'est juste une petite tête brûlée, c'est tout. Tu vas ruiner son avenir. Tu es en train de détruire cette famille. Tête brûlée. L'expression a résonné dans les couloirs de ma mémoire, déverrouillant un flot d'images enfouies. J'ai pris une lente, profonde inspiration, l'air me paraissant vif dans mes poumons. Ma voix, lorsque j'ai parlé, était d'un calme dangereux. Maman, ai-je commencé, les mots mesurés et précis. J'avais 14 ans, quand cette tête brûlée m'a poussé dans les escaliers, et m'a foulé le poignet. J'ai passé 19 ans à être humilié et rabaissé, par cette tête brûlée. En ce moment même, je porte ton petit enfant, et tu es au bout du fil, me suppliant de me cacher, de m'enfuir? Pour protéger l'homme, qui nous a menacés, moi et ce bébé. Un son étouffé et désespéré, lui a échappé, au bout du fil. Mais c'est le fils d'Harold. C'était ça. C'était la limite. L'ultime vérité clarificatrice. Il ne s'agissait pas de moi, ni de Jacob, ni même du bébé. Il s'agissait de lui. Harold, le patriarche, le commandant, dont le garçon en or ne pouvait rien faire de mal. À cet instant, quelque chose en moi ne s'est pas simplement brisé. Cela s'est vaporisé. Le dernier fil persistant d'espoir, pour l'amour d'une mère, un espoir auquel je ne savais même pas, que je m'accrochais encore, s'est transformé en cendre. Il n'y a pas eu de chagrin. Il n'y a pas eu de tristesse. Il n'y avait que le vide, propre et froid, de l'espace. Un vide là où se trouvait un cœur, autrefois. Ma voix, lorsque j'ai repris la parole, était tranchante et définitive. Assez, ai-je dit. J'en ai assez entendu. J'ai terminé l'appel. Le silence qui a suivi fut absolu. J'ai marché jusqu'à la petite salle de bain, mes mouvements étant raides et robotiques, et j'ai allumé la lumière. J'ai fixé mon reflet dans le miroir, au-dessus du lavabo. Je m'attendais à voir une fille effrayée, le visage strié de larmes, sur le point de s'effondrer. Mais ce n'est pas ce qui me fixait en retour. La femme dans le miroir avait des yeux qui n'avaient pas peur. Ils étaient froids, durs, et brûlés d'un feu que je n'avais jamais vu auparavant. Sa mâchoire était serrée. Son dos était droit. Je ne regardais pas Serena Waller, la victime. Je regardais le caporal Waller, marine des États-Unis. Et à cet instant, j'ai réalisé l'erreur de calcul fatale, qu'ils avaient tous commise. Pendant des années, ils m'avaient traité comme une proie, comme un timide mouton, à rassembler et à tourmenter pour leur amusement. Ils m'avaient acculé, poussé et menacé, pensant que je finirais simplement, par me coucher et me briser.
Il n'avait jamais réalisé qu'il n'acculait pas un mouton. Il venait de coincer un loup dans un coin. Si vous avez déjà eu un moment dans votre vie où vous vous êtes enfin dit « Trop, c'est trop », appuyez sur ce bouton « J'aime » pour soutenir tous ceux qui ont trouvé leur force. Et si vous croyez que j'ai fait le bon choix, commentez simplement avec guerrière ci-dessous. Je veux savoir que vous êtes avec moi. Ma main a atteint mon téléphone, fermé sur. Il n'y a eu aucune hésitation, aucune remise en question. J'ai fait défiler mes contacts, ignorant Maria et Ben, ignorant tous ceux de ma chaîne de commandement. Je suis allé directement au sommet. J'ai trouvé le numéro du bureau, du général commandant la base, le général Thorne. Je savais que c'était une incroyable violation du protocole, un bond par-dessus une douzaine de grades. Mais, il s'agissait d'une situation extraordinaire. Ce n'était plus une querelle de famille. C'était une menace directe, contre un marine sur sa base. Je n'allais pas attendre d'être une victime. Je signalais une menace imminente. La bataille approchait, mais elle se déroulerait, selon mes propres termes. L'appel du bureau du général Thorne est arrivé le matin de la cérémonie. Il a été transmis par un sergent d'artillerie au visage sévère, et c'était une convocation, pas une invitation. Mon cœur martelait mes côtes. J'avais brisé la chaîne de commandement, de la manière la plus dramatique qui soit. J'avais sauté par-dessus les capitaines, les majors, et les colonels, pour atteindre le sommet. J'ai traversé la base jusqu'au bâtiment de commandement, le dos raide comme un piquet, mon esprit se préparant à une réprimande formelle, ou pire. Le bureau du général Thorne était exactement comme on l'imaginerait, vaste et imposant, les murs ornés de citations, d'épées de cérémonie, et des fiers drapeaux des États-Unis et du corps des marines. Il n'était pas assis derrière son bureau massif en acajou. Il se tenait près de la fenêtre, regardant la place d'armes. Il s'est retourné à mon entrée, et son expression n'était pas en colère. Elle était sérieuse, indéchiffrable. Il m'a fait signe, vers l'un des fauteuils en cuir devant son bureau. « Asseyez-vous, caporal. » Je me suis assise, mes mains serrées fermement sur mes genoux, pour les empêcher de trembler. « Caporal Waller, » a-t-il commencé, la voix calme et égale. « Rapport. » Ce n'était pas une question. C'était un ordre, et ma formation a pris le dessus. Toute la peur et l'émotion se sont dissipées, remplacées par la clarté concentrée d'un briefing de mission. J'ai fait mon rapport de manière concise, factuelle, sans un tremblement dans la voix. J'ai détaillé l'historique des abus, le schéma de manipulation, et les menaces directes, qui avaient été proférées contre moi, et mon enfant à naître. J'ai parlé, non pas comme une fille, mais comme un marine, signalant un danger clair et présent. Quand j'ai eu terminé, la pièce est restée silencieuse. Le général Thorne ne m'avait pas interrompu une seule fois. Il avait juste écouté, son regard inébranlable. J'ai les enregistrements des appels les plus récents, monsieur, ai-je dit, d'une voix assurée. Il a hoché la tête. Procédez. J'ai posé le petit dictaphone numérique, sur la surface polie de son bureau. Le bois était frais et solide sous mes doigts. J'ai appuyé sur lecture. Les voix toxiques de ma famille ont rempli cet espace sacré. La haine grondante de Jacob, l'ordre froid et dédaigneux d'Harold, les sanglots manipulateurs de ma mère. Le général se tenait immobile, les mains jointes dans le dos, sa mâchoire se crispant, à chaque mot enregistré. Le contraste entre leur cruauté chaotique, et la dignité silencieuse de son bureau, était stupéfiant. Lorsque le dernier enregistrement s'est arrêté, le silence est revenu, plus lourd cette fois. Le général Thorne est retourné à la fenêtre, me tournant le dos. Pendant un long moment, il n'a rien dit. Puis, il s'est retourné. « Merci, caporal », a-t-il dit. Et la formalité était teintée d'autre chose. De respect. Vous avez fait preuve d'un immense courage, et de prévoyance, en rassemblant ces renseignements. Il a commencé à faire les 100 pas, lentement, devant la fenêtre. Votre système familial a échoué à vous protéger. Le corps des marines n'échouera pas. Ces mots m'ont frappé, avec la force d'un coup physique. C'était plus puissant que n'importe quel mot de sympathie. C'était une validation. C'était une reconnaissance, émanant de la plus haute autorité. J'ai su que ma douleur était réelle, et que mon combat était juste. Il m'a informé qu'il avait déjà pris des dispositions, pour qu'une sécurité secrète soit présente à la cérémonie, et avait placé la police militaire en état d'alerte maximale.
Les événements tragiques de cette journée se sont déroulés exactement comme je l'avais craint. Mais la prévoyance du général a fait que, lorsque Jacob m'a attaqué, la réponse a été immédiate et foudroyante. Mon souvenir clair suivant est celui des murs blancs et stériles de l'hôpital naval. La douleur physique était une souffrance sourde et lancinante, mais la douleur émotionnelle était une plaie béante. J'avais perdu le bébé. J'avais perdu ma famille. J'avais tout perdu sur cette estrade. Mais, alors que le brouillard du chagrin et des médicaments commençait à se dissiper, une détermination froide et implacable a pris sa place. Je me suis souvenu de la prière de la sérénité, celle que ma grand-mère avait l'habitude de réciter. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Je ne pouvais pas changer ce qu'ils étaient. Je ne pouvais pas changer ce qu'ils avaient fait, mais je pouvais changer la suite des événements. J'ai demandé à Maria et à Ben d'apporter mon ordinateur portable depuis les casernes. Avec leur soutien silencieux et inébranlable, j'ai commencé le véritable travail. Je suis devenu un soldat, préparant son arsenal. J'ai passé des heures à écouter les enregistrements à nouveau. Mais cette fois, je n'étais pas une victime revivant son traumatisme. J'étais une analyste, un détective. J'ai transcrit chaque appel, horodatant chaque menace, surlignant chaque aveu d'abus passé. Le processus était atroce. Chaque mot était une nouvelle entaille. Mais avec chaque donnée que j'enregistrais, un sentiment de contrôle a commencé à s'infiltrer à nouveau en moi. Je ne me noyais plus dans le chaos de leurs abus. Je le cartographiais, je le définissais, je le transformais en arme. J'ai rédigé une déclaration chronologique détaillée, documentant chaque incident dont je pouvais me souvenir. De la poupée cassée, au crachat sur mon assiette de Thanksgiving, jusqu'à ma fête de remise des diplômes volés, j'ai transformé la douleur désordonnée et chaotique de mon passé en un dossier structuré et ordonné. Mon chagrin était le carburant, mais la discipline était le moteur. Quelques jours plus tard, le général Thorne est venu me rendre visite à l'hôpital. Il n'était pas seul. Avec lui se trouvait une femme, dans l'uniforme impeccable d'un capitaine des marines. Son col portait l'insigne du corps du juge-avocat général, le JAG. Elle était vive, avec des yeux intelligents, et une assurance qui était à la fois apaisante et redoutable. Caporal Waller, a dit le général, voici le capitaine Jessica Morale. C'est l'une de nos meilleures procureurs. Il a fait une pause, puis a ajouté, elle a demandé à prendre votre affaire personnellement. Le capitaine Morale s'est avancé, et a offert un petit sourire entendu. Ce n'était pas un sourire de pitié. C'était un sourire de compréhension. Serena, a-t-elle dit, abandonnant les formalités, et montrant clairement que c'était plus qu'une simple affaire. J'ai été à votre place. Ma famille ne me croyait pas non plus. Elle m'a regardé droit dans les yeux, et dans son regard, j'ai vu un reflet de mon propre feu. Nous allons gagner ce combat. Non pas comme une avocate et sa cliente, mais comme des marines. La cour martiale s'est tenue dans une pièce formelle et stérile de la base, qui sentait le vieux bois et le cirage institutionnel. C'était un espace construit pour des faits froids et concrets. Un drapeau américain et le drapeau du corps des marines se dressaient fièrement dans le coin. Leurs couleurs formant une toile de fond austère et solennelle, pour le drame qui allait se dérouler. Je suis entré, flanqué du capitaine Jessica Morale, ma propre posture reflétant la raideur rigide des hampes de drapeau. À l'autre bout de la pièce, je les ai vus. Jacob était à la table des accusés, vêtu d'un costume qui semblait cher, un sourire narquois jouant sur ses lèvres. Il avait l'air confiant, presque ennuyé, comme s'il ne s'agissait que d'un obstacle administratif irritant. Ma mère et Harold étaient assis, au premier rang du public. Harold se tenait raide, le visage tel un masque d'indignation. Ma mère refusait de me regarder. Elle fixait simplement ses propres mains, les tordant sur ses genoux. J'ai pris place à côté du capitaine Morale. Je portais mon uniforme de service alpha, la veste verte et la chemise kaki, une armure que j'avais méritée. J'ai senti son poids sur mes épaules, un rappel de qui j'étais maintenant. Je n'étais pas une victime tremblante. J'étais un témoin. J'étais une marine prête à accomplir son devoir. L'avocat civil de Jacob, un homme élégant avec une montre en or, a commencé sa déclaration liminaire, en brossant un portrait de moi, comme étant une jeune femme instable, dramatique et aux mœurs légères. Il a insinué que ma grossesse était le résultat d'une négligence,
et que je cherchais à attirer l'attention, encline à l'exagération. Il essayait de construire un récit, où c'était moi le problème, l'agent du chaos au sein d'une famille, par ailleurs respectable. Quand ce fut mon tour de témoigner, il m'a attaqué avec un barrage de questions soigneusement formulées, conçues pour me faire trébucher. Caporal Waller, n'est-il pas vrai que vous aviez une relation conflictuelle avec votre famille? Je la décrirais comme abusive, monsieur, ai-je répondu calmement, la voix égale. Et cette grossesse, a-t-il dit, avec un vague geste. Elle n'était pas le fruit d'une relation engagée et à long terme, n'est-ce pas? Non, monsieur. Donc, vous étiez émotive, instable, peut-être, après la fin de cette relation? Non, monsieur. J'étais enceinte, et j'ai été agressée par votre client. J'ai répondu à chaque question, avec la même simplicité directe, et factuelle. J'ai refusé de le laisser déformer mes propos, ou de m'entraîner sur la voie de la spéculation émotionnelle. Je m'en suis tenu au fait, exactement comme le capitaine Moral et moi, l'avions répété. C'était un champ de bataille de mots, et je n'allais pas lui céder, le moindre pouce de terrain. Le vent a commencé à tourner, lorsqu'Harold a été appelé, comme témoin de moralité pour Jacob. Il a marché jusqu'à la barre, avec l'arrogance inébranlable d'un homme, habitué à être la personne la plus puissante de la pièce. Il s'est présenté comme le colonel Harold Waller, de l'armée des États-Unis, à la retraite. Il a parlé avec enthousiasme, des prouesses athlétiques de Jacob, et de son potentiel de leadership. Il m'a dépeinte comme une enfant difficile et rancunière, qui avait toujours été jalouse de son frère. Lors du contre-interrogatoire, le capitaine Moral fut magistral. Elle l'a abordé avec déférence. Colonel Waller, merci pour votre service. En tant qu'officier à la retraite, vous comprenez l'importance de l'intégrité, et de l'honneur, n'est-ce pas? Bien sûr, a-t-il tonné. Et vous conviendrez, que proférer une menace contre un membre du service, est une infraction grave. Naturellement. Alors pourquoi, a demandé le capitaine Moral, la voix toujours respectueuse, mais avec une pointe d'acier. Avez-vous appelé le caporal Waller, et lui avez-vous ordonné de régler le problème de sa grossesse, et d'annuler la cérémonie? Une tentative directe d'intimider un témoin, et de dissimuler une menace. Le visage d'Harold a pris une dangereuse teinte violacée. Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez, a-t-il fanfaronné. Vraiment, a dit le capitaine Moral, se tournant vers le jury. Permission de diffuser le fichier audio de preuve numéro 3, votre honneur. Le coup de grâce, cependant, est survenu lorsque j'ai été rappelé à la barre. Les questions du capitaine Moral étaient simples. Caporal Waller, votre famille vous a-t-elle contacté, dans les jours précédant la cérémonie? Oui, capitaine. Ont-ils fait pression sur vous, pour que vous annuliez l'événement? Oui, capitaine. Qu'ont-ils dit? L'avocat de Jacob s'est levé d'un bond. Objection. Oui dire. Votre honneur, a dit le capitaine Moral doucement. Ce n'est pas du oui dire, si nous l'avons sur bande. Elle a fait un signe de tête, au sergent technicien. Et puis, l'arme secrète a été déployée. Les enregistrements. La voix remplie de haine de Jacob, grondant que j'étais une tâche, et promettant de m'exposer, a résonné dans le tribunal silencieux. Ensuite, la voix froide et autoritaire d'Harold, qualifiant mon bébé de problème, et exigeant que j'annule la cérémonie. Et enfin, les supplications larmoyantes, et manipulatrices, de ma mère. La toxicité brute et indéniable a empli l'air, un nuage empoisonné, qui a étouffé tous les mensonges, soigneusement construits, par l'avocat de Jacob. J'ai observé le visage de Jacob. La confiance suffisante s'est dissipée, remplacée par un choc pâle, la mâchoire pendante. Ma mère s'est recroquevillée, pressant son visage dans ses mains, comme si elle pouvait bloquer physiquement, le son de sa propre trahison. Le dernier témoin fut le général Marcus Thorne. Il s'est avancé à la barre, avec la gravité immense, et silencieuse, d'un général 4 étoiles. Il a décrit ce dont il avait été témoin à la cérémonie, son témoignage étant livré dans le langage clair et précis, d'un commandant militaire. Il a raconté l'attaque, le hurlement de Jacob, et l'état dans lequel je me trouvais, lorsqu'il m'a rejointe. L'avocat de Jacob, désormais désespéré, a tenté de le contre-interroger. Général, n'est-il pas possible que vous ayez mal interprété, une simple dispute familiale? Le général Thorne a fixé l'avocat, avec un regard de pure glace. Maître, a-t-il dit, la voix basse,
mais portant jusqu'au moindre recoin de la pièce. J'ai servi pendant 30 ans dans ce corps. Je sais reconnaître une agression quand j'en vois une, et ce que j'ai vu sur cette estrade, fut l'une des agressions les plus lâches, et les plus déshonorantes, auxquelles j'ai jamais eu le malheur d'assister. Ces mots se sont abattus avec la finalité d'une guillotine. On pouvait sentir toute l'affaire s'effondrer. Le jury d'officiers a délibéré, pendant moins de 20 minutes. Le président du jury, un colonel au visage sévère, s'est levé, et a rendu le verdict. Sur l'accusation d'agression, ce tribunal déclare l'accusé coupable. Le marteau s'est abattu, le son claquant comme un coup de fusil, dans la pièce silencieuse. Jacob s'est effondré sur sa chaise, un sanglot étouffé et guttural s'échappant de ses lèvres. Ma mère a gémi. Je n'ai ressenti aucun élan de joie, ou de triomphe. Il n'y a pas eu de parade de la victoire dans mon âme. Il n'y avait qu'un vaste, silencieux et profond sentiment de soulagement. Le cauchemar, enfin, était terminé. Il n'y a pas eu de célébration après le verdict. Pas de dîner triomphant, pas de bouchon de champagne qui saute. Je suis retourné à ma chambre, le silence de l'espace vide m'enveloppant, comme une lourde couverture. La guerre était terminée. J'avais gagné. Mais je me sentais creuse, tel un champ de bataille vide, où la victoire et la perte se ressemblaient, de manière dévastatrice. La justice avait été rendue, mais mon bébé était toujours parti. Ma famille était brisée, au-delà de toute réparation. Le capitaine Moral m'a trouvé quelques heures plus tard, assise au bord de ma couchette, fixant simplement le mur. Elle ne m'a pas félicité. Elle m'a juste tendu un gobelet en polystyrène fumant, de café noir. Cette partie est normale, a-t-elle dit, d'une voix douce. Il y a des victimes dans chaque guerre, même dans celle que nous gagnons. Donne-toi le temps, de pleurer ce qui a été perdu. Ces mots m'ont donné la permission, de ressentir autre chose que du soulagement. La bataille juridique était terminée, mais la guerre pour ma propre guérison, venait tout juste de commencer. Une requête est arrivée le lendemain. Ma mère voulait me voir, avant qu'Harold et elle, ne reprennent la route pour Charleston. J'ai accepté de la rencontrer, dans un petit café neutre, à l'extérieur de la base. J'avais besoin que cette rencontre se fasse selon mes propres termes, loin des environnements chargés, de la base ou d'un domicile. Elle paraissait avoir pris 10 ans, depuis la salle d'audience. Le combat l'avait épuisée, lui donnant un air frêle et vaincu. Elle a commencé à pleurer, avant même que la serveuse n'apporte notre café. Un torrent de mots s'est déversé d'elle, sur à quel point Harold était dévasté, sur la façon dont la vie de Jacob était ruinée, sur la honte que tout cela leur avait apporté. Pas une seule fois, elle n'a demandé comment je me sentais. Pas une seule fois, elle n'a mentionné le petit enfant qu'elle avait perdu. Finalement, son monologue effréné s'est calmé. Elle m'a regardé, avec des yeux implorants. « Je sais que tu es en colère, Serena, a-t-elle murmuré. Mais si tu avais juste été un peu plus conciliante, on n'en serait jamais arrivé là. » J'ai regardé ma mère, la femme qui m'avait donné la vie, et je n'ai ressenti aucune colère. Le feu de ma rage s'était éteint, ne laissant derrière lui que les cendres froides, d'une tristesse profonde et infinie. C'était la tristesse d'accepter une vérité finale et inaltérable, qu'elle ne comprendrait jamais. Elle était une résidente permanente de leur monde, un monde où la fierté d'Harold était le soleil, et Jacob, l'héritier présomptif. « Maman, ai-je dit, la voix douce mais ferme, dénuée de toute accusation. J'ai été conciliante toute ma vie. J'ai tendu le bras au-dessus de la table, et j'ai posé ma main sur la sienne. Sa peau ressemblait à du papier. Je t'aime. Je pense que je t'aimerai toujours. Mais je ne peux plus vivre dans leur ombre. Je ne peux plus. » C'était un adieu, la limite finale tracée, non pas dans la colère, mais dans le chagrin silencieux de la préservation de soi. Je n'ai plus jamais revu Harold. Je n'en avais pas besoin. À la place, je lui ai écrit une lettre. Elle n'était pas longue, et ne contenait aucun blâme. J'ai simplement écrit la vérité. Monsieur, ai-je commencé, utilisant le titre qu'il valorisait par-dessus tout. Vous m'avez appris, que l'honneur est tout pour un soldat. J'ai essayé de vivre selon ce credo. J'ai choisi de dire la vérité, aussi difficile que ce soit, car c'était la chose honorable à faire. J'espère qu'un jour, vous comprendrez que l'honneur ne se trouve pas, dans le fait de cacher une faute, mais de l'affronter. J'ai scellé l'enveloppe, et je l'ai postée depuis le bureau de poste de la base. Je n'attendais pas de réponse, et je n'en ai jamais eu.
Ce n'était pas pour lui. C'était pour moi. C'était l'acte final pour fermer une porte, ma propre déclaration, stipulant que je me réappropriais la définition de l'honneur. C'était le dernier vers d'un poème que j'avais découvert et auquel je m'accrochais. Une bouée de sauvetage dans l'obscurité, Invictus, je suis le maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. Ma dernière rencontre a eu lieu avec le général Thorne. Je me suis tenu devant son bureau, une fois de plus, mais cette fois-ci, c'était pour soumettre ma demande de libération honorable du service. Il a examiné la paperasse, l'expression indéchiffrable. Puis il a levé les yeux vers moi, le regard rempli d'une profonde compréhension paternelle. « Vous avez servi ce corps avec distinction, ou alors, a-t-il dit, la voix calme mais ferme. Sur, et en dehors du champ de bataille. Le corps des marines m'a donné ma force, et m'a rendu justice, monsieur, ai-je répondu, d'une voix assurée. Maintenant, j'ai besoin de trouver ma paix. » Il a hoché la tête lentement. « Allez la trouver, Marine, a-t-il dit, les mots étant à la fois une libération et une bénédiction. Vous l'avez mérité. » En sortant de son bureau, sous le soleil éclatant de Caroline du Nord, je n'avais pas l'impression d'abandonner. Ce n'était pas une retraite. C'était un choix conscient. Pour la première fois, je ne fuyais pas un passé douloureux. Je marchais vers un avenir inconnu. Un avenir qui ne serait pas défini par un uniforme, par les attentes d'une famille, ou par les fantômes de ce que j'avais perdu. Ce serait un avenir que je bâtirais moi-même, un jour tranquille à la fois. J'ai déménagé à Arlington, en Virginie. Il me semblait juste d'être près du cœur de la nation que j'avais servie. J'ai loué un petit appartement, avec un balcon qui donnait sur une rue calme, bordée d'arbres. La paix y offrait un contraste saisissant, avec l'ordre rigide des casernes, et la tension étouffante de ma maison d'enfance. C'était une page blanche. Mes matinées commençaient par une course, pas les marches forcées et éreintantes de Paris-Islande, mais un jogging tranquille et solitaire, à travers les parcs parsemés de rosées, d'une ville qui s'éveille. Je courais, non pas parce qu'on me l'ordonnait, mais parce que j'aimais la sensation de l'air frais sur mon visage, le rythme régulier de mes propres pieds, sur le trottoir. Je me réappropriais mon corps, non plus comme une arme, mais comme le mien. J'ai trouvé une paix profonde, dans de simples routines quotidiennes, le riche arôme du café qui coule, le léger bruissement des pages d'un livre, le respect silencieux, lors de la visite des monuments de la ville. Un après-midi d'automne frais, j'ai pris le métro jusqu'au cimetière national d'Arlington. J'ai marché des heures, parmi les rangées uniformes et infinies de pierres tombales blanches. Chacune d'elles témoignait d'une vie de service et de sacrifice. L'ampleur de la chose rendait humble. En me tenant là, entouré par la dignité silencieuse des héros de la nation, j'ai ressenti un sens de l'honneur, plus pur et plus profond, que tout ce que j'avais connu auparavant. Je n'étais pas là en tant que marine. J'étais là en tant que citoyenne, en tant que survivante, pour présenter mes respects. J'ai trouvé un coin d'herbe tranquille, baigné de soleil, et j'y ai déposé une unique rose blanche. C'était un adieu silencieux et privé, à l'enfant que je n'ai jamais pu rencontrer, une reconnaissance finale d'une vie qui, si brève fut-elle, faisait partie de ma propre histoire. Le capitaine Moral m'avait offert un cadeau de départ, avant d'être réaffecté, un numéro de téléphone pour une organisation appelée The Mission Continue, une association à but non lucratif, qui aide les vétérans à trouver un nouveau but, grâce aux services communautaires. Sur un coup de tête, j'ai appelé. J'ai commencé à faire du bénévolat, faisant simplement du travail administratif, classant des papiers, et répondant au téléphone dans leur bureau de Washington DC. Je ne parlais pas de mon passé. Je voulais simplement être utile. Le bureau gérait un groupe de soutien, pour les femmes vétérans ayant subi des traumatismes. J'ai assisté à quelques réunions, écoutant simplement depuis le fond de la pièce. J'ai entendu des histoires de combats, de pertes, de difficultés à se réadapter à la vie civile. J'ai entendu des échos de ma propre douleur, dans leur voix. Un soir, l'animatrice du groupe, une ancienne capitaine de l'armée de l'air aux yeux doux, m'a regardé. « Serena, a-t-elle demandé gentiment, aimerais-tu partager quelque chose ?» Mon cœur martelait dans ma poitrine. Mais en regardant les visages des femmes autour de moi, je n'ai vu aucun jugement, mais une profonde compréhension partagée. Pour la première fois, j'ai raconté mon histoire. Les mots sont sortis de manière hésitante au début, ma gorge serrée par des larmes retenues. Mais à mesure que je parlais, j'ai vu les femmes hocher la tête. J'ai vu des larmes d'empathie,
brillaient dans leurs yeux. Et à cet instant, j'ai réalisé que mon histoire avait un pouvoir, que je ne soupçonnais pas. Ce n'était plus seulement ma douleur. C'était un miroir, leur renvoyant le reflet de leur propre lutte, leur montrant qu'elles n'étaient pas seules. C'était la preuve, que la survie était possible. C'était la preuve, qu'il était possible de gagner. Mon petit rôle de bénévole a lentement pris de l'ampleur. Je suis devenu mentor de soutien par les pairs, puis chef de groupe. J'ai découvert que la plus grande guérison ne provenait pas de l'oubli de mon passé, mais du fait de l'utiliser comme un pont pour me connecter aux autres. Les blessures que je portais sont devenues les outils mêmes que j'utilisais pour aider les autres à recoudre leur propre vie. Les parties les plus laides et les plus douloureuses de ma vie se transformaient en ma plus grande source de motivation. Quelques années plus tard, une invitation est arrivée. C'était une demande pour être l'oratrice principale lors d'une conférence nationale pour les vétérans. Cette idée me terrifiait, mais je savais que je devais le faire. J'ai marché sur cette estrade, non pas dans l'uniforme impeccable d'un marine, mais dans une simple robe. L'auditorium était vaste, rempli de centaines de visages. Un projecteur m'a aveuglé, et pendant une seconde terrifiante, je me suis retrouvé sur cette autre estrade, celle du camp Le Jeune. Mais cette fois, il n'y avait aucune peur. J'ai pris une grande inspiration, et je me suis avancé vers le pupitre. La salle est devenue silencieuse. La dernière fois que je me suis tenu sur une scène comme celle-ci, ai-je commencé, ma voix claire et assurée, amplifiée par le microphone. J'ai tout perdu. Je leur ai raconté mon histoire, dans son intégralité. Non pas avec la colère d'une victime, mais avec la clarté sereine d'une survivante, qui avait navigué à travers l'obscurité, pour trouver son propre chemin vers la lumière. L'histoire se termine ici, mais ma vie, non. Elle a commencé ce matin. Je me suis réveillé avant le soleil. Je me suis tenu sur le balcon de mon petit appartement d'Arlington. Une tasse de café chaud entre les mains. J'ai regardé les premiers rayons de l'aube se faufiler à l'horizon, accrochant au loin le dôme emblématique du bâtiment du Capitole des États-Unis, et l'embrasant d'une lumière dorée. Je peux encore sentir la fine ligne argentée de la cicatrice sur mon abdomen, un rappel permanent de la bataille que j'ai livrée. Mais cela ne fait plus mal. Cela fait partie de ma carte, la preuve que j'ai été mise à l'épreuve, et que j'ai enduré. Je n'oublie pas le passé, mais je ne suis plus sa prisonnière. J'ai redéfini l'honneur, la loyauté, et la famille, selon mes propres termes. Je m'appelle Serena Waller, une marine, une survivante, une guerrière, et j'ai enfin trouvé ma propre aube. Merci d'avoir écouté mon parcours. Mon histoire est la preuve que nos blessures les plus profondes peuvent devenir nos plus grandes forces, et que nous avons tous le pouvoir de créer notre propre aube. Si vous êtes sur un chemin de guérison, je vous vois, et vous n'êtes pas seul. Dites-moi dans les commentaires, une chose que vous attendez avec impatience, dans votre propre nouvelle journée. Je serai honoré de vous lire. Si cette histoire vous a donné de l'espoir, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime, et abonnez-vous pour plus d'histoires de résilience. Votre soutien permet de créer cet espace, où nous pouvons tous guérir ensemble. Merci.